euh, sur la mobilisation citoyenne et biodiversité qui est organisé dans le cadre de l'accompagnement du réseau Territoire engagé pour la nature. Et je n'en dis pas plus, je laisse la parole à Madame Véronique Vinet, qui est présidente de l'Agence régionale biodiversité. Et merci d'être là. Bonjour à toutes et à tous, et tout d'abord, désolée pour mon petit retard dû à la technique. Je suis très heureuse de vous accueillir dans ce webinaire qui est co-organisé avec le CEREMA, donc, et bien sûr l'Agence régionale biodiversité Occitanie. Je salue mes collègues élus et vraiment je suis très heureuse et nous sommes très heureux dans l'équipe d'avoir ce nombre conséquent d'élus. C'est vraiment très très encourageant par rapport à notre dynamique. Et alors je voudrais dire que moi je suis très attachée à ce dispositif de territoire engagé pour la nature et je remercie toutes les communes, toutes les collectivités qui se sont engagées dans ce dispositif-là. Donc aujourd'hui, nous allons parler biodiversité et mobilisation citoyenne. Alors, il y a sur les 3 items retenus pour TEN toujours un volet mobilisation citoyenne, mais moi, ce que je voudrais souligner, c'est que vos actions, les actions qui sont réalisées sur le terrain, soit pour de la renaturation, soit pour de la plantation, ça aussi, ça fait partie de la mobilisation citoyenne, à mon sens, parce que ce qui est important pour le citoyen, c'est de voir ce qu'il est possible de faire pour préserver et restaurer la biodiversité. Donc, je ne vais pas m'engager plus avant dans ces propos, mais voilà, donc je voudrais vraiment vous remercier parce que finalement, vous êtes les ambassadeurs et les ambassadrices de l'Agence régionale de la biodiversité, de tous les organismes qui œuvrent pour que le monde et l'environnement soient meilleurs. Donc, je vous souhaite de bons travaux. Je vais rester avec vous d'ailleurs et j'espère qu'on pourra se voir en vrai voilà, dans le cours de l'année 2021. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous pour cet accueil et cette introduction. Donc, je vais compléter un petit peu pour expliquer le contexte de ce webinaire et pourquoi on l'a organisé. Donc, c'est vrai que l'année dernière, via notre collaboratrice Morgane Villetard qui a fait un stage sur les territoires engagés pour la nature, on a pu faire une enquête de suivi auprès des lauréats de 2019. Et puis, du coup, on a ressorti des types de formats qui les intéressaient pour l'accompagnement, mais aussi on a pu ressortir des thématiques qui les intéressaient en particulier, si bien que la mobilisation citoyenne est ressortie comme une thématique forte autour de laquelle travailler ensemble dans ce réseau TEN. Et effectivement, quand on regarde les dossiers qu'on a reçus pour cette année, qui n'ont pas encore été mis devant le comité de sélection, mais qu'on a déjà analysé, on s'aperçoit que tout ce qui relève des sciences participatives, eh bien, il y a 17 dossiers sur 47 qui ont été déposés qui évoquent ces sujets-là. Sur tout ce qui est sensibilisation, on a 34 dossiers sur les 47 qui évoquent au moins ce sujet-là comme un projet qui traduit leur engagement pour la biodiversité. Et puis, tout ce qui est éducation à l'environnement, notamment auprès des scolaires aussi, fait l'objet de 21 dossiers sur les 47 collectivités. Donc, on a quand même autour de cette question de la mobilisation citoyenne vraiment un accompagnement de toutes les actions de restauration de la biodiversité, de préservation de la biodiversité. Et c'est pour ça qu'effectivement, c'est remonté comme une thématique très forte qui intéressait vraiment les collectivités qui s'engageaient dans TEN. Donc cette année, comme je vous l'ai dit, il y a 47 collectivités qui ont déposé un dossier TEN. L'année dernière, il y en avait 41. 6 sont redéposés cette année. Donc au total, en fait, ça fait 82 collectivités qui constituent ce réseau TEN et que nous avons invité aujourd'hui à participer à ce webinaire. Donc aujourd'hui, vous voyez, on est en ce moment là 46 connectés. Donc c'est plutôt positif. On a un bon taux d'adhésion à ce webinaire. On est très satisfait de tout ça et c'est vrai que c'est intéressant pour nous d'avoir ces connexions dans les territoires via ce dispositif territoire engagé pour la nature. C'est fait notamment grâce à une animation qu'on peut piloter et déployer
Nous, l'ARB, puisque la territoire engagé pour la nature, c'est piloté à une échelle d'un collectif régional qui rassemble la région, l'Office français de la biodiversité, les 2 agences de l'eau, Rhône-Méditerranée et Adour-Garonne, et aussi l'État. Mais plus localement, c'est vrai qu'on a des têtes de réseau qu'on peut informer et qui permettent aussi l'émergence de projets dans les territoires, comme par exemple Nature en Occitanie, dont Aurélie Nars, qui interviendra tout à l'heure, est l'adjointe à la direction, et qui permettent d'accompagner et de faire émerger dans les territoires des projets en faveur de la biodiversité. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Karine du CEREMA qui va lancer l'animation de ce webinaire. Et je vous souhaite un bon webinaire et n'hésitez pas à intervenir lorsque vous aurez envie de poser des questions, de réagir via le chat ou tout simplement en parlant. Merci. Oui, bonjour, donc Karine Maubersville, je suis du CEREMA, Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, les mobilités et l'aménagement. Donc avec ma collègue Géraldine Audier-Lébert qui va suivre ce qui se passe sur le chat et qui va essayer de faire remonter les questions. Nous allons animer ce webinaire. Quelques petites règles de fonctionnement. Donc, depuis le démarrage, là, on vous embête un peu, on éteint vos vidéos, vos micros. Donc, le principe, c'est de ne pas avoir sa vidéo lorsqu'on n'intervient pas, de façon à un peu limiter les flux. Et puis, pour ce qui concerne le micro, on est vite embêté par des bruits parasites. Donc, c'est pareil, lorsqu'on n'intervient pas, on coupe le micro. Deuxième chose, vous avez en bas de votre écran, lorsque vous descendez la souris, une petite bulle où il y a écrit chat. Ça, c'est si vous souhaitez poser des questions, vous activez ce bouton qui va vous donner, qui va vous ouvrir une boîte de dialogue et vous posez vos questions là et donc on essaiera d'y répondre. L'autre solution, lorsqu'il y a des temps d'échange, vous avez une petite main qui vous permet de dire de vous manifester pour signaler le fait que vous souhaitez prendre la parole. Donc utilisez cette main et on distribuera les paroles au fur et à mesure. Voilà, donc le webinaire est enregistré et donc sera mis à votre disposition. Nous aurons une évaluation en fin de séquence, qu'il faudra bien remplir de façon à ce que ça puisse servir pour les prochaines organisations de webinaires. Sur le déroulement de ce webinaire, donc nous avons 2 interventions. La première qui porte sur la notion de mobilisation citoyenne, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière, en quoi ça consiste. La deuxième qui est un retour d'expérience d'une association qui utilise des méthodes de mobilisation citoyenne et donc qui va nous expliquer les avantages qu'elle retire de son expérience. Chaque intervention sera suivie d'un temps d'échange et donc ce sera le moment pour lever les mains et générer de l'interaction. Voilà pour les règles. On va commencer par un petit brainstorming ou remue-ménage, vous l'appelez comme vous voulez. Vous avez eu dans l'invitation un lien vers une application qui s'appelle Mentimeter. Et donc, il s'agit tout simplement de saisir un code que nous allons vous donner tout de suite. Voilà. Donc, si vous avez téléchargé l'application, vous rentrez le code en haut dans l'application. Si vous êtes sur Internet, pareil, vous pouvez saisir le code ça vous demande, la page d'accueil vous demande directement le code. Et donc, la question est, qu'évoque pour vous la notion de mobilisation citoyenne? Et ce qu'on vous demande, c'est de saisir un mot, et de valider. Vous pouvez faire ça plusieurs fois, autant de fois que vous le souhaitez. Et donc, on se donne 2-3 minutes pour saisir ça. C'est parti.
Vous avez le lien en haut de la diapo, là, si vous le souhaitez. Je vois qu'il y a des gens qui ont des difficultés. Vous pouvez aller sur le site internet www.menti.com. Il y a des choses qui se dégagent déjà, hein, des mots qui sont plus parlants que d'autres. Sinon, on peut saisir les mots, les personnes nous les ont proposés dans le chat, on va les saisir pour eux. Bonjour, c'est Bruno Layeuc qui vous rejoint d'Albi. Bonjour. Bonjour. Merci de couper votre micro pour l'instant, s'il vous plaît. Bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. On fera une autre petite séquence en fin de session là pour voir si les choses ont bougé un peu. On va enregistrer celui-ci et puis on jouera au jeu des 7 erreurs en fin de séance peut-être. Merci beaucoup en tout cas d'avoir joué le jeu. On va maintenant passer à la première intervention. La question étant, qu'est-ce que c'est que la mobilisation citoyenne? Qu'est-ce que ça peut recouvrir? Donc, on va laisser intervenir Johanna Jani, qui est responsable du pôle participation. Ah, il y a des micros peut-être qui sont ouverts. J'ai de l'écho. Qui est responsable du pôle participation au ministère de la Transition écologique au sein du du commissariat général au développement durable. Donc, je lui laisse la parole. Bonjour à tous, je suis ravie d'être en votre compagnie, même si c'est un peu impressionnant d'être face à des carrés noirs. Je sais que vous êtes derrière. C'est bien, ça désinhibe un peu parce que voilà, je ne vois pas si vous souriez, si vous faites la tête, si vous faites autre chose. Mais en tout cas, moi, ça me fait voyager d'être avec des gens d'Occitanie. Je suis à Paris, il fait gris, tout est normal, enfin, tout est conforme aux clichés qu'on veut bien véhiculer. Il m'a été demandé de vous parler de la mobilisation citoyenne. Alors, vous allez m'entendre parler de concertation, de participation, de mobilisation. Je pense qu'on n'est pas dans le débat sémantique. Tout ça, en fait, consiste à se poser la question de comment on associe les citoyens à faire quelque chose, que ce soit prendre une décision publique ou prendre part à des actions concrètes. Et c'est bien là où, en fait, on a deux grands champs qui se dégagent en général quand on parle de mobilisation. C'est la participation à l'élaboration de la décision publique, ou de la décision privée aussi, mais on l'entend plus souvent pour la décision publique, ou ce qu'on appelle les initiatives citoyennes, c'est-à-dire le fait que les citoyens puissent faire des choses par eux-mêmes parce que la collectivité, l'agence leur donne un pouvoir d'agir. Dans un premier temps, alors déjà vous dire aussi que je n'ai pas pour habitude de faire des choses très descendantes, donc ce format est un peu frustrant, je vous avoue. En général, j'aime bien que ce soit un peu plus interactif. C'est aussi le sens de la participation. Il faut l'incarner dans la manière dont on intervient aussi. Pour ceux qui le veulent, il n'y a vraiment rien d'obligatoire. Je veux bien que dans le chat, vous me mettiez. Alors, je ne savais pas que le brainstorming allait avoir ça pour objet, mais pour ceux qui le veulent, donc me mettre un mot sur votre ressenti sur la participation. Non pas ce que ça vous évoque, mais vraiment un ressenti personnel. Ça peut être une couleur, ça peut être voilà. Et ne vous censurez pas, hein, je ne vous vois pas, et donc je ne peux pas vous identifier. Je ne suis pas là pour mettre des points, et donc ça m'intéresse par contre de savoir un petit peu, sachant que j'ai tout entendu dans ma vie. Ça fait 15 ans que je travaille sur cette problématique, aussi bien sur des projets, des débats publics routiers, que sur de la concertation partie prenante au Conseil national de la transition écologique. Donc, je vous assure avoir entendu plein de choses sur ce qu'était la participation. Très rapidement sur, j'allais dire, les grands principes, ce qui permet
de mettre en sécurité les dispositifs. C'est ça, il faut établir la confiance avec les citoyens. On a l'impression que ça va de soi, par exemple parce qu'on a un mandat d'élu qui nous a donné une légitimité à agir. On pense que la confiance est établie de fait. C'est pas toujours le cas. Et du coup, il faut donner ce cadre de confiance. Et ce cadre de confiance, alors là, je vais plutôt parler de concertation, c'est effectivement de bien cadrer ce pourquoi on sollicite les citoyens. C'est à la fois dire qui est la maîtrise d'ouvrage et qui est le décisionnaire. Parfois, c'est pas toujours la même personne. C'est bien préciser la question posée, parce que parfois on dit, ben voilà, on a une intention générale qui est, j'ai envie de faire participer les citoyens ou de les mobiliser. Et puis moi, ça arrive que mes services me disent, ben voilà, comment on mobilise les citoyens. Ben oui, mais sur quoi? Quel est le sujet? Quel est l'objet? Quelles sont les marges de manœuvre? Tout ça sont des choses à se poser en amont, parce qu'elles devront être explicitées aux citoyens. Faire venir le citoyen à la table pour discuter ou le mobiliser pour une action, c'est bien lui dire ce qu'on attend de lui, et donc il faut que la maîtrise d'ouvrage puisse l'exprimer clairement. Voilà. Il faut dire aussi quelle va être la place des citoyens dans le processus décisionnel. Alors, quand on leur demande de participer à une action concrète de terrain, je veux dire, ça peut se formuler très simplement, mais quand on leur demande de participer à l'élaboration d'un PLU ou d'un PCAET, il faut dire, voilà, quelle est la gouvernance qui entoure l'élaboration de ce programme. Ici, c'est un projet précis. Là aussi, quelle est la place qui leur est dévolue. On peut avoir aussi, pour donner un peu confiance dans le dispositif, un système de tiers garant pour garantir le processus. Et la dernière chose, et sans doute qui est la plus importante, c'est le fait, ce qu'on appelle la reddition de compte, le fait de revenir vers les citoyens pour leur dire, voilà ce qu'on a noté de vos contributions, et voilà ce qu'on en a fait. Alors, ce qu'on en a fait, c'est on en a tenu compte ou on n'en a pas tenu compte, mais effectivement le dire. C'est une question qui obsède réellement les citoyens, hein, ça, à quoi ça va servir. Je pense que vous-même, enfin, pas si difficile de savoir ce que veulent les citoyens si on se dit que nous-mêmes on en est et que quand on nous sollicite pour une réunion, pour une invitation, pour quoi que ce soit, la première chose qu'on se dit, c'est est-ce que j'ai un intérêt à y aller? Qu'est-ce que je vais y faire et qu'est-ce que je peux y faire? Et je pense que tout simplement, une fois qu'on se pose ces questions, on se dit que les citoyens vont se poser les mêmes. Et donc, pour arriver dans un cadre de confiance qu'ils ont besoin, qu'on puisse leur expliciter exactement quel va être leur rôle et surtout comment on va tenir compte dans leur contribution. Donner un cadre de confiance, c'est aussi une question d'état d'esprit. Ça, je ne vais pas m'apesantir dessus, mais bon, c'est vrai que il faut arriver dans une dimension à la fois évidemment de bienveillance, mais de co-construction, c'est-à-dire d'ouverture. J'ai vu que certains avaient mis ça dans le nuage de mots. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils entendaient derrière ouverture, mais en tout cas, c'est bien ça, hein, s'ouvrir à l'avis de l'autre, qui n'est pas nécessairement le sien. Ensuite, c'est la mobilisation de tous. Alors, quand on dit tous, je veux dire que c'est aussi de la diversité, hein. On connaît bien le phénomène de toujours les mêmes qui viennent, notamment quand on a des structures, des conseils participatifs institués. C'est vrai qu'on a un petit peu toujours le même type de personnes, voire socialement le même type de personnes. Et là, ça constitue un effort que d'aller chercher d'autres types de citoyens, ceux qui ne s'autorisent pas à participer. Et là, j'allais dire, le conseil, c'est de s'appuyer sur les leaders sociaux, les associations. Là, je sors d'une réunion avec le Conseil national de l'alimentation. On est en pleine expérimentation et on va faire venir des citoyens, j'allais dire, précaires, vraiment, voilà, des gens qui ont du mal à trouver comment manger. Et on a fait cet effort de passer par le PAT local pour aller toucher ce genre de citoyens dont on sait bien que si on avait fait une annonce sur voilà, on expérimente, qui veut venir, c'est à peu près certain qu'aucun d'entre eux spontanément ne se serait saisi de cette question en pensant qu'ils n'ont rien à dire. Et d'ailleurs, notre interlocutrice nous a bien dit, c'est ça, il faut leur faire sentir qu'ils ont bien quelque chose à dire sur le sujet. Enfin, c'est reconnaître l'expertise citoyenne.
L'expertise citoyenne, bah, c'est l'expertise de terrain. Alors, elle est plus facile à sentir sur des projets locaux, c'est-à-dire, je sais pas, quand on réaménage une place ou quand on fait un aménagement de bâtiments, de quartiers ou ce genre de choses, parce que c'est visible, parce que c'est matérialisable. Effectivement, quand on parle, plus l'échelle est large et plus on parle, par exemple, de programmes, plus c'est compliqué. Au niveau national, quand on parle de la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est vrai que c'est quand même un petit peu abstrait pour les citoyens, même si ça a des conséquences tout à fait concrètes sur leur quotidien. Mais en réalité, c'est vrai qu'on mobilise d'autant plus les citoyens que le sujet est proche d'eux et qu'il est matérialisable, c'est-à-dire qu'ils peuvent en voir le résultat de manière tout à fait concrète. Tout ce que je viens de vous dire comme grand principe se retrouve en fait alors, dans les chartes de participation. Beaucoup de collectivités s'en sont dotées parce qu'en fait, ça donne un cadre général à l'action et ça permet de s'engager mutuellement en disant voilà le cadre général de principes dans lesquels on s'inscrit mutuellement. Nous, au ministère, on a lancé une charte de la participation en 2016. Ce n'est pas la nôtre, c'est celle qu'on a proposée, dont s'empare qui le veut, qui le souhaite. Mais en fait, elle est mise à disposition comme un élément permettant effectivement de alors sécuriser à elle seule, je ne pense pas qu'elle le puisse, mais en tout cas de se dire on s'engage sur des choses communes. Et vous dire aussi que le CEREMA, qui est représenté ici par Karine Maubersville, a développé à la suite de la charte qu'on a faite une boussole de la participation, qui est un outil qui peut servir aussi bien en amont pour caler sa participation qu'en aval pour l'évaluer. Donc voilà, deux outils, je ne m'appesantis pas dessus parce que ce n'est pas forcément l'objet. Et pour passer donc en deuxième partie sur la question des méthodes et des outils, c'est-à-dire comment on fait cette mobilisation citoyenne. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de recette toute faite. On me le demande souvent. Hein. Quelles sont les méthodes qui fonctionnent? Déjà, le préalable, c'est tout ce qu'on s'est dit auparavant sur le fait de cadrer les choses de manière claire, de donner des règles du jeu, donner des marges de manœuvre, etc. Mais aussi, c'est se dire que la participation n'est qu'un outil. Et je ne le déprécie pas du tout en disant ça. Hein. Ça fait 15 ans que je travaille sur cette problématique avec une envie déterminée que ça progresse. Mais pour autant, ce n'est qu'un outil. Donc, l'outil, c'est aussi en fonction d'un objectif qui est fixé par la maîtrise d'ouvrage. Et donc, par exemple, dépendamment de ce que vous essayez de faire à travers cette mobilisation, les outils vont être à l'avenant. Donc, se poser la question de dire, par exemple, est-ce qu'une convention citoyenne, c'est la bonne solution? Ça ne veut pas dire grand-chose. Ou est-ce qu'un World Café, c'est la bonne solution? Ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Ça dépend en fait de l'objectif. Si votre objectif, par exemple, c'est d'explorer une question ou de faire de la prospective, genre par exemple, ma commune en 2030 ou ma commune en 2050, effectivement, vous allez aller vers des techniques plus de prospective, d'exploration, en général qui nécessitent assez peu de préparation de la part des citoyens. Hein, quand on leur pose, par exemple, je vous parlais de cette expérimentation qu'on mène avec le Conseil national de l'alimentation, c'est sur les emballages alimentaires. On va faire des ateliers exploratoires, et bien on demande aux citoyens tout simplement qu'est-ce qu'ils entendent sous cette question des emballages alimentaires et de leur réduction, parce que c'est une exploration. À côté de ça, vous pouvez avoir envie, sur certaines questions que vous vous posez, de trouver des solutions. Et là, effectivement, ça appelle des techniques qui sont différentes, qui vont être, par exemple, je parlais du World Café, je sais pas si tout le monde le connaît, en tout cas, j'imagine que certains ont déjà croisé cette modalité. C'est une modalité qui est vraiment tournée vers la recherche de solutions. Et là, effectivement, c'est quelque chose qu'on va plus mobiliser sur des questions qu'on a envie de poser au public qui commencent par comment. Comment pourrions-nous? Comment pourrions-nous mieux trier nos déchets? Comment pourrions-nous avoir un air plus pur? Comment pourrions-nous réduire notre facture d'électricité, etc. Là, pour le coup, on va aller sur un outillage qui est plus tourné vers ça. L'OFB, notamment,
s'est posé la question il y a 2 ans, une question là pour le coup, hein, vous voyez, enfin, je parlais de questions précises, c'est comment faire entrer les citoyens dans la gouvernance de l'OFB, partant du principe que la biodiversité étant un commun, nécessairement, elle appartenait un petit peu à chacun et que ça avait du sens de ce fait d'intégrer les citoyens dans la gouvernance. Et donc la question était bien celle-ci, sur le comment on faisait. Et donc ils ont imaginé tout un dispositif permettant aux citoyens à la fois de monter un petit peu en compétence sur le sujet, juste parce que les questions de gouvernance quand même ne sont pas les plus évidentes à traiter, et du coup de pouvoir faire un certain nombre de propositions à l'OFB qui en a retenu un certain nombre en expérimentation. Donc ça, je ne sais pas si c'est des choses qui ont déjà été évoquées au sein des webinaires que vous avez dans les thèmes, mais en tout cas, je vous incite à vous y pencher parce que ça a été une expérimentation très intéressante. Après, la mobilisation citoyenne sur le comment on fait, par exemple, il y a aussi une question qui se pose qui va être en termes de est-ce que j'ai recours à ce qu'on appelle des mini-publics ou est-ce que j'ai recours à du grand public, parce que bien souvent, le format qu'on connaît, c'est celui de la réunion publique. Alors la réunion publique, elle a son intérêt, hein, sans aucun doute. Elle permet voilà, d'être dans une dimension de questions-réponses, mais elle est aussi dans une dimension plutôt quand même les sachants vis-à-vis des non-sachants, puis on éclaire le public. Bon. Ça a tout à fait son intérêt, ça rend encore court, mais c'est vrai qu'on connaît maintenant des modalités comme ça beaucoup plus riches, et notamment quand on fait du mini-public, c'est-à-dire quand on sélectionne un public dénombré, que ce soit 20 ou que ce soit 150 par exemple, comme la Convention citoyenne pour le climat. On peut faire un travail qui est plus fin dans le sens où en général on fait monter en compétence ce mini-public en l'incitant à aller vers des recommandations ou un avis plus précis. Mais là aussi c'est un vrai choix, et là c'est un choix, c'est une question démocratique, hein, de savoir si dépendamment de la question qu'on a à poser, on fait une invitation large à qui se sent concerné, ou est-ce qu'on veut comment dire, creuser une question. Et c'est vrai que pour la creuser, c'est mieux de pouvoir compter sur l'engagement de certains citoyens dans le temps. Il y a quelqu'un qui essayait de parler? Non? Okay, je ne savais pas si... Oui, c'est bon, mais je l'ai arrêté. D'accord. Le mini-public dénombré ou sélectionné. En général, alors là aussi, hein, ça peut être les deux. Ça peut se faire par tirage au sort, qui est une façon propre de faire les choses. Maintenant, avec des biais, on essaye toujours de faire les choses dans une espèce d'épure. Disons que, enfin, sur le tirage au sort, il faut être conscient quand même que quand vous appelez les gens, vous avez 15% des gens qui acceptent de vous répondre déjà, entre ceux qui vont dire j'ai pas le temps, je suis pas intéressé, qu'est-ce que c'est que ce truc, voilà. Et puis parmi ces 15%, il y en a seulement en général 5% qui vont accepter d'être retenus. Donc le tirage au sort, c'est voilà. Et puis surtout ceux qui vous disent oui, en général, sont quand même des gens intéressés. Donc il y a quand même un biais positif à la base qui est un intéressement au sujet que vous portez. Donc c'est vrai que le tirage au sort en ce moment, elle vend en poupe, notamment grâce à la CCC qui s'est basée sur ça, hein, la Convention citoyenne pour le climat, c'était du tirage au sort. Maintenant, il y a des écoles de pensée qui disent aussi que la légitimité d'un processus, c'est le nombre, c'est-à-dire voilà, agiter de manière beaucoup plus large. Mais c'est vrai que plus c'est large, par exemple, si vous dites, voilà, j'ai envie d'organiser une concertation sur la réduction des déchets dans ma commune, potentiellement, vous pouvez avoir 300 personnes qui se présentent. Alors, travailler à 300, effectivement, c'est un peu compliqué. Et en général, ce qui est bien, c'est de mixer ces différentes approches de manière matricielle un petit peu, c'est-à-dire avoir à la fois des modalités qui vous permettent d'inviter le plus grand nombre, et là, c'est plus des questions d'information, d'exploration, de prospective, et puis
après de proposer à certains d'être un mini-public qui, lui, va travailler à creuser la question de manière plus forte. Après, on a aussi des modalités. Le World Café, moi, j'ai déjà vu faire ça à la COP. Alors, c'était la COP combien? Je me rappelle plus du nombre. En 2009, le Danish Board of Technology avait lancé dans 144 pays un World Café géant, et on avait 100 citoyens. Donc, vous voyez, on peut réussir à faire de la recherche de solutions sur la base de publics assez élargis. Mais il faut être conscient aussi que plus la question est clivante et plus elle est précise, plus on a besoin de faire monter les gens en compétences. Voilà, notamment pour aller au-delà d'une manière de dire les choses qui serait juste de l'avis ou de l'opinion. Hein. On est d'accord que la participation, c'est plus que ça. C'est pas seulement de l'opinion, c'est de l'argumentation, et c'est l'échange des arguments et la délibération commune qui permet de faire progresser le collectif. Vous dire enfin que les citoyens s'appliquent d'autant plus si le sujet donc leur parle et est proche d'eux. L'avantage avec la biodiversité, c'est effectivement que, j'allais dire un peu spontanément, chacun sait ce que c'est, beaucoup plus sans doute que les questions, par exemple, d'alimentation énergétique ou les questions des risques. Donc, voilà, c'est à la fois une chance que ce sujet soit proche. En même temps, effectivement, là aussi, les citoyens vont s'impliquer d'autant plus que ça leur paraît concret, et donc ça sera sans doute d'autant plus facile de leur demander sur quel type d'action ils veulent s'engager, des actions sur lesquelles ils peuvent agir en concret. Les atlas de la biodiversité, par exemple, mobilisent l'action de citoyens, et ils peuvent en voir le résultat très vite. Donc là aussi, de manière générale, selon ce sur quoi vous voulez mobiliser les citoyens, plus c'est proche, plus c'est concret, plus ce sera facile de les intéresser. Plus ça commence à être éloigné, plus effectivement c'est difficile. C'est pas difficile dans l'absolu, mais en tout cas c'est plus difficile de les intéresser. Pour finir, et pour ouvrir un peu le dialogue avec vous sur les questions que vous pourriez avoir par rapport à ça, c'est se dire aussi que chacun d'entre nous, on est citoyen, je le disais tout à l'heure, et donc se poser la question, qu'est-ce qui me ferait venir? C'est un bon mix, une bonne mixture à la fois d'éléments de cadrage qu'on a évoqués, qui peuvent prendre la forme d'une charte, mais pas nécessairement. Hein. On a déjà vu des tout à fait bonnes concertations se passer sans charte. C'est juste que ça peut aider le collectif à se positionner, à s'engager mutuellement, à dire voilà, on s'inscrit dans ce fonctionnement. Et de l'autre côté, c'est sélectionner les bonnes méthodes et les bons outils. Alors quand je dis les bons, ils sont pas bons dans l'absolu, hein, ça n'a pas de sens, hein, c'est ce qu'on se disait encore. Hein. Un outil bon dans l'absolu n'a pas de sens. Si je vous dis que parmi des outils de bricolage, le marteau permet de tout faire, je vous mentirais, et vous le savez, parce que si je vous demande de visser avec un marteau, vous allez avoir quelques problèmes. Donc c'est bien se dire que ces différentes méthodes que vous pouvez trouver donc à la fois dans un guide qui a été fait à l'époque par la Fondation Nicolas Hulot, qui répertorie les différentes méthodes, enfin certaines différentes méthodes qui existent, et je crois la Fondation Roi-Baudouin avait également fait un recueil d'outils. Je ferai en sorte de passer ces références aux organisateurs pour vous les fournir, mais juste avec la précaution de dire effectivement qu'on parle de chapeau de Bono ou d'un barcamp, ou pardon pour ces termes un peu barbares, ou du World Café, etc. Ce ne sont pas des outils qui ont une valeur dans l'absolu, mais bien des outils qui ont une fonction et qu'on va sélectionner par rapport à un objectif. Et je crois que sur la biodiversité, la chance qu'on peut avoir, c'est effectivement que les citoyens alors manquent peut-être encore de connaissances relatives à ça, mais sont demandeurs d'aller plus loin. Et du coup, l'autre volet un peu d'initiative citoyenne,
c'est-à-dire leur laisser la main pour proposer des choses à son intérêt. On a essayé, nous, de faire ça au niveau national à travers le plan climat. On avait fait ce qu'on appelait Mon projet pour la planète, c'est-à-dire une partie du budget du plan climat qui serait dédié aux initiatives que les citoyens pourraient nous proposer. Et là, petit partage d'expérience avec vous, ce dont on s'aperçoit, c'est que les idées, il n'y a aucun problème, et c'est ça qui est génial, on a beaucoup, beaucoup d'idées, mais là où il faut aider les citoyens, c'est à monter leur projet, c'est-à-dire la notion même de conduite de projet n'est pas toujours, et c'est normal, hein, enfin, je veux dire, c'est pas leur métier a priori, hein, voilà, ils ont envie de faire, comment je peux installer, je sais pas, des maisons, des petites maisons à oiseaux, comment je peux installer des choses différentes, enfin, voilà, différentes choses. Ils ont envie de faire, ils ont des bonnes idées pour se faire, mais ce qui leur manque en général, c'est la capacité de formaliser les choses, aussi bien un budget, leurs moyens humains, etc. Et ça, alors je dis l'administration au sens large, parce que je sais qu'il y a des élus et collectivités autour de ce webinaire, c'est des choses que nous, on sait faire du côté public, et c'est des choses sur lesquelles on peut tout à fait aider les citoyens à formaliser les choses. Je vais m'en arrêter là pour l'instant, dans l'espoir qu'il y ait des questions qui nous permettent aussi d'interagir, et j'espère que vous en avez, sinon c'est moi qui vous en poserai. C'est pas une menace. Hein. Oui, il y a quelques questions, Johanna, sur le chat. Et puis, je ne peux qu'inciter les participants à lever la main aussi pour on leur ouvrira les micros et les vidéos ensuite. Pour l'instant, il n'y a pas de levage de main, donc je laisse Géraldine te poser les questions. Oui, il y avait une remarque sur la mixité déjà des âges qui n'était pas évidente si les techniques de partage sont innovantes. Donc ça, c'était une remarque qui a été faite. Et il y avait une question sur le mini-public. Qu'est-ce qu'on entendait par mini-public? Est-ce que dénombrer ou sélectionner? Oui. Alors la mixité des âges, oui, les techniques évidemment, elles peuvent être tout à fait différentes, mais je veux dire, effectivement, il y a des tranches d'âge qui ont plus de difficultés, par exemple avec notamment en ce moment où il faut tout faire en distanciel au niveau participatif. Mais c'est pas qu'une question d'âge, ça peut être aussi, je vous disais, là, cette expérimentation qu'on mène avec des publics précaires. Clairement, on nous a dit que les citoyens en question n'avaient déjà pas nécessairement accès à un ordinateur, et même s'ils le maîtrisaient, ils n'ont pas forcément d'ordi, de connexion Internet. Et donc, c'est aussi une question de s'adapter en souplesse dans la participation. On ne l'a pas évoqué, mais les moyens d'ingénierie de participation sont assez importantes et intéressantes. Je sais que vous avez quand même l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui est en train le fait déjà depuis longtemps, mais s'outille et s'organise pour pouvoir donner des moyens d'agir aux collectivités qui ont envie de se lancer dans ces dispositifs. Donc il y a une plateforme, alors elle est un peu toute neuve, hein, qui s'appelle Territoire en commun, qui a vocation à être à la fois un annuaire, un laboratoire, etc. Donc pour l'instant, c'est un peu un work in progress, j'aime pas du tout ce terme, mais pour vous dire que la plateforme est amenée à s'incrémenter progressivement. Bon, elle est visible en l'état, mais elle va progresser. Et oui, c'est vrai que nous, en tout cas, au niveau de l'État, il y a 15 ans, avoir des personnes dédiées à la participation du public, alors c'était, mon Dieu, j'avais l'impression de proférer des inepties du dernier degré. Et maintenant, le fait est que, en tout cas, dans chaque DREAL, quasiment dans chaque, nous, on a une personne dédiée à la participation du public, tout simplement parce qu'à force de grands débats, à force de la CCC, alors ça, je cite des trucs récents, mais enfin, nous, au ministère de l'Environnement, hein, quand même, on a quand même des problématiques et un code de l'environnement surtout qui nous oblige, qui nous fait obligation. Et sans l'obligation elle-même, j'ai aussi des DREAL qui ont envie de faire de la concertation volontaire. Voilà, donc avoir recours aussi à des bureaux d'études ou au sein des administrations à ceux qui sont
dédié à la participation, c'est vrai que ça peut aider. Les guides peuvent aider. Alors les guides, c'est toujours un peu sec un guide. Faut le lire, faut l'approprier, faut le comprendre. Moi, je crois qu'il n'y a rien qui marche mieux que la sincérité et l'honnêteté. Ça paraît de l'enfonçage de portes ouvertes ou de la psychologie de bas-comptoir, mais je peux vous assurer que ça compte souvent beaucoup plus que la technique voilà, qu'on veut bien mettre en œuvre. Le mini public dénombré ou sélectionné, en fait, là, c'est un choix du nombre qu'on va avoir. Je vous dis, en général, on peut tout à fait le sélectionner, mais évidemment, là, il y aura une question de confiance. Est-ce qu'on fait confiance au porteur du projet sur qui il a sélectionné? Est-ce qu'il s'est efforcé d'être suffisamment représentatif, aussi bien sur des classes d'âge que sur le genre, que sur la provenance géographique quand c'est national? Pour nous, on se pose ces questions. Est-ce qu'on a bien des citoyens de la France entière, etc. Donc, le recours au mini public, il a son intérêt pour poursuivre une dimension dans le temps. Et là aussi, il faut qu'il soit bordé le plus précisément possible, sachant que faire du tirage au sort, ça coûte cher, il faut se le dire, c'est propre, mais ça coûte cher. Alors après, voilà, on peut aussi faire de l'appel à volontariat. Dire voilà, de manière générale, je suis une collectivité qui a envie d'associer les citoyens et j'ai envie de constituer un vivier. Et dans ce vivier, pour ceux qui sont intéressés et qui sont prêts à se mobiliser, le jour où j'ai besoin, je me permettrai de vous faire des propositions. Nous, en tout cas, on aimerait bien faire ça au niveau national parce que effectivement, ça a des coûts extrêmement forts de faire du tirage au sort. Bon, voilà. Je vois une remarque sur le décalage entre le temps de la concertation et la réalisation finale. Et ouais, ça c'est une problématique de gros projets, c'est une problématique de projets ferroviaires de 400 km ou d'enfouissement des déchets radioactifs, ou là où on a des problématiques en centaines de millions d'années, de 100 000 années, pardon. Oui, ce décalage, c'est là aussi où je disais c'est plus facile et plus concret et plus mobilisateur pour les citoyens de voir le résultat de leur action rapidement. Et c'est pour ça que ce qui va les mobiliser à être dans l'action a souvent plus de succès que de leur poser la question de justement comment vous voyez, je sais pas, l'organisation des transports dans la région d'ici 2050. Ça devient tout de suite beaucoup plus abstrait. En général, on en ressort des propositions, c'est vrai, assez générales, et donc, ce décalage dans le temps, c'est à la maîtrise d'ouvrage à le gérer, en acceptant peut-être d'avoir au fil du temps des citoyens différents, des modalités de mobiliser qui soient tout à fait différentes. Moi-même, ça m'est déjà arrivé sur un projet de bus, de transport en site propre, d'être dans un bus, de demander à des citoyens, voilà, qu'est-ce que vous pensez, et de me dire, mais des jeunes surtout, de me dire, mais madame, dans 7 ans, moi j'aurais passé le bac, je serais dans la vie courante, je ne sais pas où je serais, et je serais peut-être pas du tout dans cette partie de Paris, et donc je ne sais pas quoi en penser. Et effectivement, le temps long est plus compliqué à gérer, mais c'est aussi notre rôle à nous, administration au sens large, d'être les garants de cette poursuite à la fois du projet et au sein du projet de la participation. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, excusez-moi, c'est moi qui ai posé la question. Donc, je voulais compléter, en fait, c'était aussi sur le fait qu'on va demander aux citoyens de venir dans quelques réunions sur un temps assez court, et après, la réalisation du projet, elle va prendre un temps conséquent. Donc, en fait, il y a ce décalage entre, on doit contribuer assez rapidement, et par contre, après, la réalisation, elle va se passer sur un temps assez long, et du coup, elle peut être un peu décalée par rapport à ce qu'on avait demandé. Voilà. Enfin, oui, vous avez parfaitement raison. Dans ce cas-là, il y a aussi d'autres domaines métiers qui peuvent venir en soutien de la participation, qui sont tout simplement la communication, le fait que le maître d'ouvrage dise un petit peu ce qu'il fait pendant ce temps-là. Un système de newsletter auquel les gens s'abonnent ou ne s'abonnent pas, ça c'est leur choix, effectivement. Ça peut tout à fait être mis en œuvre.
Après, il y a des questions aussi d'inclusion dans la gouvernance. Je ne dis pas que tout le monde doit le faire. Il peut y avoir un groupe miroir, il peut y avoir un groupe de garants citoyens. Il y a plusieurs choses. Je réagis à quelque chose que je vois dans le chat et qui me fait un sourire jusqu'aux oreilles, c'est faire avec des bouts de ficelle. Et pourquoi je souris? Parce que moi, je suis dans un pôle participation où j'ai 0 budget. Voilà. Par contre, on arrive à faire des choses. Alors quand je dis à faire des choses, au final, on finit toujours par mobiliser quelques deniers, mais même sur des concertations nationales, là, on vient de faire une concertation nationale CNDP, donc Commission nationale du débat public, sur le programme d'action nationale nitrate. Eh bien, puisqu'on savait qu'on partait avec un budget très bas, pour ne pas dire nul, puisque c'était vraiment ça qu'on avait au début, 0 €, on a décidé de faire des modalités qui nous permettent de quand même faire quelque chose qui se tenait. Voilà, donc on a fait une réunion publique à Saint-Lô, dans la Manche. Réunion publique qui était conjointe avec celle du débat public sur la PAC. Donc, les coûts d'entrée étaient déjà couverts. Alors, je vous dis, ça évidemment, malheureusement, ça ne peut pas arriver à tous les coups que vous puissiez vous connecter avec une autre concertation. Hein. Ça, c'est un peu le miracle mais il se trouve qu'on a bénéficié de ça. On a fait un atelier citoyen en mode mini-public. Alors là, c'est là où il y a un avantage quand même à avoir des agents dédiés, c'est que moi j'ai fait la méthode de cette journée et j'en ai animé une partie et on a demandé à d'autres collègues en interne au ministère, on a notamment des collègues qui travaillent en formation. Les collègues qui font de la formation souvent ont aussi des capacités d'animation. Je ne sais pas par exemple si les CNFPT seraient susceptibles d'appuyer les collectivités quand elles veulent faire de la participation. En tout cas, nous, en interne, on a cette capacité. Donc voilà, on a fait un atelier citoyen. Et puis la dernière était, et c'est là où on a dû quand même lâcher quelques euros, faire une autre réunion à Pont-à-Mousson, qui était une réunion publique, mais les garants de la CNDP nous avaient demandé de pouvoir être à la fois en présentiel et en distanciel. Et là, pour le coup, ça nécessitait des moyens techniques que nous ne pouvions pas agiter par nous-mêmes. Mais faire avec des bouts de ficelle, ça, c'est quelque chose qui me connaît. Je ne vous dis pas que ça marche à tous les coups, je ne vous dis pas que c'est toujours à 0 €, mais on peut faire des choses propres avec peu de moyens. Bon, merci Johanna. Je crois qu'on arrive au bout du temps qui était imparti aux questions. Il y en a peut-être la question des moyens, on voit que ça ressort beaucoup, donc ça sera peut-être quelque chose à creuser. Je vais passer la parole à Aurélie Mars, qui est directrice adjointe de l'association Nature en Occitanie, qui va nous faire un retour d'expérience. Je vous laisse la parole. Alors, on voit la diaporama, par contre, on n'entend rien pour l'instant. J'arrive. Ah, ça y est. Bonjour à tous, merci de m'accueillir dans ce webinaire. Je pense que vous avez le son, l'image et sur votre fond d'écran. Donc, je vais m'appuyer sur quelques images pour vous faire retour des expériences diverses qu'on peut avoir donc en Occitanie et qu'on a pu conduire au sein de notre association. Je vous invite effectivement à évidemment réagir dans le chat et puis à discuter. Je vais être assez brève sur la présentation. Je vais rapidement présenter qui on est pour ceux qui ne connaissent pas notre structure et vous êtes forcément nombreux. On est une association de protection de la nature. Notre champ d'activité, c'est la biodiversité. Donc, je vais vous faire écho effectivement d'expérience et de retour d'expérience essentiellement sur le sujet de la biodiversité et de la nature. On a une 50aine d'années d'existence. On est répartis sur l'Occitanie et essentiellement sur l'ex-Midi-Pyrénées puisque c'était notre territoire d'action d'origine. On a une structure d'adhérents d'environ 1000 personnes avec une particularité pour une association, c'est qu'on a beaucoup de bénévoles actifs, ce qui nous permet de démultiplier beaucoup. Et dans cette démarche de la mobilisation citoyenne, c'est effectivement une ressource vive et très importante qui nous permet de déployer beaucoup d'actions. Une équipe pluridisciplinaire, donc de personnes qui travaillent sur le champ de la nature, donc des naturalistes, des spécialistes sur la faune, la flore,
mais aussi des personnes plus aguerries à l'animation territoriale, à la vulgarisation et à la pédagogie. Donc voilà, pour les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, ce sont des compétences non négligeables. Vous allez en avoir quelques illustrations. Et évidemment, tout ça, même si on est une association, on a un réseau de bénévoles, on travaille quasiment toujours en partenariat avec des associations plus locales, mais aussi avec des structures, vous le verrez, plus privées, socio-professionnelles et autres, parce que c'est très souvent quand même le garant d'une bonne capacité à mobiliser les citoyens, les habitants en règle générale. Donc, je vous l'ai dit, on travaille sur le champ de la connaissance. Donc, on a une expertise en termes de connaissance de la nature, une expertise aussi sur la gestion de l'espace naturel. On gère en direct plusieurs centaines d'hectares, notamment des réserves naturelles régionales, une en Haute-Garonne, une dans les Hautes-Pyrénées récemment classées, et puis des sites sur lesquels on accompagne des collectivités sur la gestion. Donc en fait, tous ces espaces ressources sont des territoires qu'on utilise pour la mobilisation citoyenne, et donc on va plus particulièrement parler du champ de la sensibilisation, de l'accompagnement des citoyens, et puis on a un travail aussi sur l'alerte dans le cadre des lois de notre pays. Et par rapport à la mobilisation citoyenne, c'est aussi un sujet qui peut revenir régulièrement. Notre manière d'appréhender la question de la biodiversité, c'est pour notre association, c'est fondamental de travailler cette question-là pour que cela devienne véritablement un sujet dans l'opinion publique. On a, depuis la loi biodiversité, par exemple, passé un certain nombre de cadres d'interaction, de prise de conscience. Très clairement, pour une asso comme la nôtre, c'est récent, ce cadre de conscience. C'est encore un sujet qui est pas à la hauteur des démarches du climat, mais pas loin, et ça en prend le chemin. Et c'est, vous allez le comprendre, assez important aussi pour nos territoires et la résilience de nos espaces naturels. Et c'est tout à fait en lien avec notre cadre de vie et la manière dont on va pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc la prise de conscience, c'est nécessaire. On a une démarche dans la mobilisation citoyenne très importante vis-à-vis de tous les publics sur la notion de la contrainte environnementale. L'objectif, vraiment pour nous, c'est de rompre avec cette approche-là de la contrainte environnementale, de l'enjeu et de l'opportunité plutôt que représente la biodiversité et les intérêts qu'elle a pour nous-mêmes et puis pour nos territoires. Et du coup, évidemment, in fine, c'est de changer les pratiques qui ne seront pas les bonnes et d'aller vers plutôt des démarches de bonnes pratiques. Alors, on utilise des canaux assez communs qui sont l'information, la communication, la sensibilisation, l'éducation et la participation. C'est tous ces mots qu'on met dans cette notion de la mobilisation citoyenne. Les retours qu'on peut avoir sur la manière dont on sait que ça fonctionne bien, c'est le terrain. Je vous l'ai dit en introduction, on travaille beaucoup sur la gestion des milieux naturels, que ce soit des sites qu'on gère en propre ou des sites pour lesquels on a accompagné la mise en œuvre de mesures de gestion. Et on utilise beaucoup ces terrains comme des lieux de démonstration. L'ambition, c'est que, on le sait tous, c'est surtout que comprendre, ça nous permet de mieux préserver et comprendre quand on observe, quand on est in situ, fait appel à des sens qui restent plus présents, en tout cas dans nos mémoires et dans la manière dont on va être capable de s'investir par la suite. Donc voilà, on est majoritairement, dès qu'on le peut, sur le terrain, avec les différents publics qu'on souhaite mobiliser. Et quand je dis on, c'est pas l'association en tant que telle, hein, c'est l'association avec souvent des partenariats avec des collectivités, avec des élus, avec des entreprises qui mobilisent soit leurs propres équipes, soit les habitants de leur commune. Ce qui nous paraît nécessaire et ce qui fonctionne, et ça vous en avez vous-même l'habitude dans la manière dont vous travaillez, c'est d'adapter son discours et ses outils en fonction des différents publics. On ne s'adressera évidemment pas de la même manière vers un public d'enfants et de jeunes, non plus vis-à-vis de publics professionnels. Donc,
par rapport à des publics socioprofessionnels, on va vraiment viser des outils qui touchent à leur pratique, à leur métier, et l'idée étant vraiment de rencontrer les différents mondes et d'aller davantage vers la transversalité. Donc, vis-à-vis des publics agricoles, il s'agit vraiment de rompre avec cette opposition du monde de la protection de la nature et du monde agricole. Et donc, on travaille de concert. Et cette démarche de co-construction et de concertation qui revient très souvent dans nos méthodes de travail, elle est nécessaire et pas galvaudée, parce que c'est aussi un mot, des mots qu'on utilise assez facilement, puisque ça prend du temps par contre, et il faut effectivement prendre ce temps de se connaître, de partager les connaissances de chaque partie pour pouvoir avancer ensemble. C'est la même démarche avec des élus, hein, avec vous quand on collabore sur ces dispositifs-là, avec aussi des socioprofessionnels qui ont besoin de se former et d'améliorer leurs connaissances sur les enjeux et les milieux naturels, sur les espèces, la faune et la flore, pour pouvoir justement après déployer ça dans les territoires. Après, alors en termes d'outils et de support pédagogique, je vous l'ai dit, classiquement, donc on utilise majoritairement le terrain, mais évidemment, c'est pas toujours faisable et c'est pas non plus, on peut pas non plus toujours mobiliser et travailler sur tout ce que l'on souhaite déployer sur le terrain. Donc il y a ce que vous connaissez, les outils plus papier, de l'ordre de l'exposition, de l'ordre de la fiche pratique, du guide, mais aussi sur le terrain, de mise en œuvre d'aménagement en faveur de la faune et la flore, et qui sont du coup des secteurs, comme vous voyez une maison de la faune là en bas à gauche, ici, qui ensuite permet d'être voilà, suivi, visité. On peut retourner sur le terrain avec différents types de publics pour montrer un petit peu à quoi ça a servi, à quoi ça sert de s'être par exemple mobilisé autour de l'aménagement de ce type de site. Même des supports qui sont de l'ordre de l'exposition peuvent devenir des outils interactifs ou autour desquels on discute et on n'est pas dans une posture trop attentiste. L'idée aujourd'hui de la mobilisation citoyenne, c'est effectivement de libérer au moins la parole, de faire collaborer les gens, et on utilise un petit peu toutes les interstices qu'on peut trouver, même en utilisant des supports les plus anciens. Tout à l'heure, vous évoquiez le fait que selon les types de publics, on ne peut pas toujours effectivement utiliser les moyens numériques. C'est l'adaptation hein, pour ceux qui travaillent sur la mobilisation citoyenne. Il faut s'adapter au public qu'on a en face et selon les territoires, effectivement, l'outil numérique, aussi sympathique et interactif soit-il, ne va pas nécessairement être celui qui sera le plus efficace et on travaillera différemment. Je vais m'arrêter un petit peu puisque c'est à ce titre essentiellement qu'on nous avait sollicité aujourd'hui par rapport à des outils de support pédagogique qu'on a pu créer et qui sont on utilise le jeu voilà, comme démarche de mobilisation et d'appropriation citoyenne. On a créé des maquettes de jeux utilisables avec des adultes comme avec des enfants, pour lesquels en fait on déploie une démarche collaborative et coopérative. L'idée, vous le voyez par exemple sur celle-ci qui traite, donc ces deux diapos qui traitent de la trame verte et bleue. L'objectif va être vraiment de travailler sur une démarche de compréhension des grands enjeux de la trame verte et bleue, un vocabulaire commun, poser les notions de sous-trame, poser les notions de réservoir. L'idée à travers ces outils, c'est de partager les concepts d'aménagement du territoire, donc de déployer et de partager ces notions de politique publique quand on va travailler avec des élus. Mais on utilisera et on arrivera à utiliser ou pas forcément d'ailleurs ces termes-là avec du grand public et du citoyen. Et là, le processus va être davantage de faire comprendre les différents types de milieux naturels qui existent, quel type d'espèces on va pouvoir retrouver dans ces milieux naturels, les besoins qu'elles peuvent avoir en termes de cycle de vie. Donc ces outils-là, on les a conçus de manière à avoir des scénarios de jeu que l'on adapte en fonction des différents publics et qui nous permettent de construire des processus
collaboratifs et de réflexion qui peuvent mener après à des actions collaboratives de différents niveaux. Je vous montrerai quelques exemples plus tard. On a par exemple une autre maquette ici qui traite plutôt des entrées sur les milieux aquatiques, le bassin versant, et qui permet d'aborder la notion de continuité aussi, mais de travailler également autour de certaines espèces particulièrement dépendantes de ces milieux-là et des aménagements, par exemple, qui pourront y être faits. On a des outils avec les jeunes qui sont sur la notion du paysage, du cadre de vie, mais aussi sur des empreintes quand on veut aller sur la notion du mammifère et puis de qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut observer et comment vous pourrez réinvestir ça quand vous vous promenez en famille le week-end et aiguiser la curiosité pour ensuite reproduire ce qu'on aura pu initier dans une démarche d'animation collective. Et puis, il y a des outils plus… donc, on a parlé des outils numériques et de la vidéo. Donc, la vidéo, c'est une démarche de mobilisation aujourd'hui qui est de plus en plus partagée. J'allais dire qu'avec l'année qu'on traverse encore, on voit bien que la vidéo, la mise en ligne des différents éléments prend une place encore plus importante. C'est un autre outil de mobilisation. Ça permet de rendre compte d'une autre manière de la dynamique des milieux, des discours. Donc voilà, par exemple, des outils qu'on a créés et qu'on utilise, c'est des témoignages de certains d'entre vous, hein, d'ailleurs, d'élus qui s'adressent à d'autres élus et qui font écho de leur expérience. Et ça permet de démultiplier, hors d'ailleurs de notre région, un certain nombre de dispositifs. Pour avancer un petit peu plus sur cette maquette TVB, par exemple, donc vous le voyez, on travaille vraiment avec sous un format d'atelier pour partager ces différents concepts. On a ce qu'on appelle en prime abord ce jeu du hérisson qui permet de collaborer autour de la mission du hérisson et de comprendre son cycle de vie. On a organisé ça sous forme de plateaux de jeu. Il y a 4 plateaux qui traitent et depuis cette année, un 5e plateau aussi, puisque avec la dimension occitanienne, on a un plateau aujourd'hui qui va travailler sur la notion du littoral. Donc, il y a la montagne, il y a l'urbain, la composante périurbaine et les zones de plaine et de coteaux. Donc, ça permet d'aborder, au travers de missions, des démarches de co-construction collaborative, de mettre un groupe autour d'une approche qui va être sans bonne ou mauvaise réponse, d'ailleurs, une approche de discussion et de collaboration pour voir comment est-ce qu'on peut concilier l'approche d'aménagement du territoire, de la planification. Donc, il y a une dizaine de missions, on va dire, qui consistent par exemple à accueillir de nouvelles populations dans un espace avec un certain nombre de contraintes de taille, de contraintes de nombre d'habitants. Et en même temps, on a des espèces qui sont présentes, des espèces protégées qui sont présentes, des habitats d'intérêt. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir, sur notre plateau de jeu, concilier tout ça ? On va aussi pouvoir travailler à des échelles et avoir des réflexions à des échelles différentes, telles que vous, en tant qu'élu, par exemple, vous êtes amené à le faire quand vous travaillez sur la planification. Vous réfléchissez à l'échelle d'un SCOT, vous allez réfléchir à l'échelle d'un PLUI ou ensuite d'un PLU. Donc, on peut aller jusqu'à un travail à la parcelle. Et avec des citoyens, ces notions-là, elles vont plutôt toucher la compréhension aussi de la nécessité de circulation des espèces, d'approche collaborative entre les régions et ce qui aura, par exemple, un caractère assez commun dans notre région pour une espèce, aura un caractère, par contre, d'intérêt local majeur et ce qui est très présent chez nous l'est peut-être moins ailleurs. Et on va pouvoir travailler sur ces notions d'échelle. L'idée, vraiment, dans ces démarches, qu'elles ce soit avec ce plateau de jeu ou d'autres, c'est d'arriver à convaincre des démarches de préservation de la nature et de protection de la nature dans la conciliation, en comprenant et en expliquant pourquoi aujourd'hui il faut aborder ces questions-là. Il nous semble nécessaire d'aborder ces questions-là de manière très transversale et d'être dans cette notion vraiment de conciliation. Et donc, vous le voyez,
on part d'un plateau de jeu, par exemple, et puis on peut arriver ensuite à et c'est très souvent le cas, on travaille après plus concrètement sur un projet de territoire. Donc, on va spatialiser cette approche qu'on a eue du concept une fois qu'on a vraiment bien, a priori, compris ces notions d'identification de trame, de circulation, d'enjeux de biodiversité. Et on peut travailler beaucoup plus localement sur, par exemple, le PLU, un projet d'aménagement, déployer après toutes ces notions-là à l'échelle locale. Par rapport à ces notions de mobilisation, sur ce qui concerne le citoyen, on est beaucoup sur ces démarches impliquantes. Le citoyen, c'est vrai que tout à l'heure, Johanna expliquait quand on est citoyen, qu'est-ce qui ferait qu'on puisse être intéressé, qu'on puisse aller peut-être vers quelque chose qui, de prime abord, n'est pas forcément notre centre d'intérêt et de ne pas rester entre personnes, j'allais dire, acquises à la cause. C'est de travailler sur aussi l'émotionnel, le ressenti, faire appel à tous nos sens. Donc, on travaille beaucoup sur nos actions de sensibilisation. Vous voyez, au toucher, au ressenti. On a à cœur et on a déployé aussi beaucoup d'actions vis-à-vis de tous les publics. Il nous semble que vraiment la mobilisation citoyenne, il faut pouvoir travailler avec les publics en situation de handicap. C'est vraiment une démarche qu'au sein de Nature en Occitanie, on a travaillé très activement et qu'on a pu vraiment surtout expérimenter sur le site qu'on gère de la réserve naturelle régionale Confluence-Garonne-Ariège. Et donc, ça nous a permis de tester avec différentes structures partenaires des concepts d'animation pour amener tous les types de publics, comme je vous le disais souvent, sur le terrain, mais aussi à appréhender la nature, quelles que soient nos situations. Et c'est vraiment en impliquant les gens qu'on les amène à ensuite s'inscrire dans la durée pour se mobiliser durablement sur le territoire et sur le chez-soi. Alors, il y a les chantiers qui sont vraiment des démarches. On parlait de différentes temporalités tout à l'heure. Et effectivement, il faut trouver, je pense, sur un territoire, l'adéquation entre le temps long, la réflexion, et puis aussi, parallèlement, pouvoir montrer que des choses peuvent se faire pas nécessairement dans 10 ans, dans 5 ans, et que un projet d'aménagement, il a différentes temporalités, qu'on peut quand même proposer à ces citoyens, aux habitants, des démarches. On emmène évidemment beaucoup les enfants sur le terrain et on travaille sur l'observation, donc voir pour mieux appréhender. Et puis pour revenir sur la notion un petit peu de jeu, je vous ai parlé de la maquette tout à l'heure qu'on utilise avec différents scénarios. Mobiliser en impliquant, on est toujours sur faire participer. Et il y a plein de petits outils qu'on arrive à mettre en place, des lotos de la biodiversité, des chasses au trésor, que ce soit avec des plus jeunes ou des plus âgés, avec in fine un lot. Donc voilà, après on va aller planter dans la commune les arbres d'essence locale qui sont le trésor qui a été trouvé, et on fait cheminer les gens entre la curiosité, l'interpellation, et puis après sur la durée on va suivre cet arbre, on va suivre ces plantations. Le loto de la biodiversité, c'est quelque chose qui en tout cas est partagé et connu. Des lotos dans les communes, ça fonctionne plutôt bien et on s'inscrit dans des démarches existantes. Donc voilà, il y a beaucoup de communes qui mettent en œuvre ce type d'animation. Et puis un soir, elles vont proposer un loto un peu différent qui sera autour des enjeux de la biodiversité, de la même manière, avec une collectivité ou une autre asso partenaire, on constitue des lots. Et de cette manière-là, on amène des gens qui sont davantage peut-être au départ intéressés par la dynamique du jeu loto, à s'intéresser à la biodiversité qu'il y a sur leur commune. Donc voilà, on a déployé des outils-jeux qui sont plutôt sur des territoires de montagne, d'autres plutôt sur des territoires de plaine. Et effectivement, on utilise dans ce cas-là des espèces qui sont plutôt proches du territoire dans lequel on va se trouver. Donc ça parle aux gens.
Et puis, quand on veut aller un petit peu plus loin, et vous êtes dans des territoires engagés pour la nature, donc ces questions-là, j'imagine, et ces approches-là, elles vont vous parler. C'est l'inventaire participatif. Donc là, on est sur la notion d'observation. Et il y a un côté extrêmement intéressant et grisant des citoyens, quand on les accompagne à observer, à ce que cette observation, elle ne reste pas entre guillemets inutile. Il y avait cette notion d'utilité et de à quoi ça sert qui était évoquée par Johanna en début de webinaire. Et donc, pour la biodiversité, l'enjeu et l'intérêt, c'est de répertorier la donnée, de la rassembler, de la conserver, parce que ça permet sur le long terme, effectivement, d'avoir cette vision du territoire à un instant T, de l'évolution qu'il y a pu y avoir en termes de connaissances. On peut mettre en adéquation les pratiques de gestion aussi jusqu'au bout. Donc voilà, il existe un certain nombre d'outils qui sont utilisables, et notamment dans, par exemple, les atlas de la biodiversité communale. Dans les outils facilitants, par exemple, pour une structure comme la nôtre, c'est des programmes pour lesquels on est soutenu financièrement par les institutions publiques, donc la région, Occitanie, l'Agence de l'eau, les services de l'État et les fonds européens qui nous permettent d'accompagner les territoires là-dessus. Les appels à projets, les fondations, des conventions avec certains d'entre vous, et effectivement de travailler avec les réseaux existants et surtout de faire relais, d'être accompagné sur ces différentes approches. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention. On a peut-être une question rapidement parce qu'on a un peu dérapé en termes de temps. On a 5 minutes juste pour répondre à une question. Géraldine? Oui, il y a une question sur s'il y a une différence de participation qui a été observée suivant le type de commune que l'on considère, notamment périurbain. Avez-vous noté la différence de c'est pas les mêmes modes de... Pardon, allez-y, oui. Ouais, excusez-moi, j'étais en train d'écrire la question et puis j'ai dérapé, donc j'ai pas pu la finir. Donc en fait, oui, c'était dans un milieu périurbain dans lequel certaines parties de la ville peuvent être un peu, ou certaines communes peuvent être communes dortoirs. Est-ce que c'est difficile de mobiliser dans ce cadre-là, ou vous avez des techniques spécifiques ou pas? Alors, je dirais pas plus qu'ailleurs. Des techniques spécifiques, c'est la collaboration avec une collectivité. Du coup, c'est la collaboration qu'on va pouvoir avoir ensemble qui va aider à mobiliser dans les communes périurbaines. On va peut-être plus souvent avoir une approche, par exemple, par quartier, parce que déjà, le quartier, il y a une densité de population importante. Donc, on peut plutôt avoir une communication par quartier et s'inscrire très souvent dans des initiatives locales déjà existantes. Donc, cette année, exemple, il n'y aura pas de marché de Noël, mais très souvent, sur la fin d'année, et on n'est pas sur du terrain, mais on va collaborer à des dispositifs au sein desquels les gens ne viennent pas nécessairement par rapport à la biodiversité, mais qui permettent, on va dire, de préparer la saison printanière, la saison de terrain, et de proposer aux gens de se retrouver vers le printemps pour mener des actions sur la commune. Et ça fonctionne plutôt bien. Merci beaucoup. Il y a aussi une question, excuse-moi Karine, sur la mise à disposition du support qu'a utilisé Aurélie. Oui. Est-ce que, Cécile, tu peux répondre là-dessus peut-être? Est-ce que ça sera envoyé ou mis sur votre site? Si Aurélie est d'accord. Il n'y a aucun souci. Oui, il pourra être mis à disposition du réseau TEN, il n'y a pas de souci. Je voulais juste donner une information sur les chantiers participatifs et l'aide qui peut être apportée. Alors, c'est côté Adour-Garonne uniquement, aux territoires engagés pour la nature qui seront reconnus aussi spécifiquement. Donc ça, c'est un dispositif financier unique en France, puisque pour les territoires engagés pour la nature reconnus, l'Agence de l'eau Adour-Garonne fournit un forfait de l'ordre de 2 000 € pour organiser des chantiers participatifs. Donc l'idée, c'est de l'argumenter au regard de la préservation des milieux
et notamment milieu aquatique, hein, mais ça peut être ça peut être très bien de la haie dans des parcelles agricoles également, parce que ça peut retenir des terres et participer à la lutte contre l'érosion et donc à l'amélioration de la qualité des cours d'eau. Mais ça peut être aussi des chantiers participatifs pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes dans des zones humides, etc. Donc voilà, si vous êtes territoire engagé pour la nature, le formulaire se trouve sur le site internet de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, mais vous pouvez nous solliciter pour vous faire le lien, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, voilà, c'est une initiative de mobilisation citoyenne qui fonctionne, comme le disait Aurélie, puisqu'on voit le résultat souvent dans un temps relativement court, le temps du chantier, et qu'on peut le suivre après et l'inscrire dans le temps en plus. Et il existe un dispositif pour accompagner financièrement, dans ce cadre-là, l'Éten en particulier. Voilà. Merci. On arrive à la fin des présentations, donc on va essayer de voir si vous avez toujours le même avis que tout à l'heure. Et on va lancer un deuxième Mentimeter pour voir, pour créer un nouveau nuage de mots. Donc le code est le même que celui de tout à l'heure. Et puis on va se donner 2 minutes pour remplir pour créer ce nouveau nuage. Géraldine, tu peux remettre le... Merci. Est-ce qu'on peut redonner le code, s'il vous plaît? Alors, le code, oui. Hop, on va le chercher. Il est dans le chat. Géraldine, tu peux nous afficher la deuxième page, s'il te plaît? Tu l'avais pas à l'écran, hein, Karine? J'avais la même que tout à l'heure. Il y a un problème de... On va attendre le résultat parce qu'il n'arrive pas à rattraper Menti là. Sur mon partage d'écran, il ne me le propose pas, mais moi ça fonctionne, j'ai tout qui s'affiche. Donc dès que ça sera fini, je ferai une capture d'écran et je le partagerai. Ok. Et là, j'arrive plus à reprendre la main sur Menti. Bon, mais de toute façon, on a passé les 2 minutes, donc on va pouvoir arrêter. Ok, donc je fais la capture d'écran et je partage. C'est bon? Oui. Ah, il y a confiance qui est apparue, un peu plus, gouvernance. Concertation est devenu beaucoup plus petit. Bon, de toute façon, je pense qu'on transmettra les 2 nuages de mots. Ça fera partie des produits de ce webinaire. Donc, je voulais remercier tous les participants et tous les intervenants à ce webinaire. On souhaiterait prendre quelques minutes encore pour faire une évaluation. Donc, vous avez d'une part une évaluation en ligne pour laquelle vous avez dû recevoir un lien avec l'invitation
et on va vous le remettre dans le chat. Si vous pouviez le faire tout de suite pour ne pas oublier. Et puis, si vous avez quelques expressions à nous donner à chaud, on est preneur aussi sur les prochaines minutes. Est-ce que quelqu'un veut se manifester? Non. Donc, je vais passer la main à Bénédicte Goffre de l'Agence régionale de la biodiversité qui va conclure le séminaire. Alors, Oui, merci. Je vais rallumer du coup le micro et la vidéo. Déjà, merci à tous de votre participation. Donc, effectivement, je suis Bénédicte Goffre. Je travaille aux côtés de Cécile à l'Agence régionale de la biodiversité Occitanie, et notamment sur ces questions de mobilisation citoyenne. Un petit retour rapide sur ce que j'ai pu retenir un peu de ce qui nous a été présenté et des quelques échanges. Tout d'abord, par rapport à notamment la première intervention de Johanna, ce que j'ai retenu, moi, c'était l'importance de donner un cadre à cette mobilisation et à cette participation citoyenne, alors que ce soit sous une forme de charte ou pas, mais qu'en tout cas, la nécessité pour les citoyens qui sachent en fait pourquoi ils vont contribuer, dans quel objectif, comment va être utilisée leur contribution, voilà, qui sachent vraiment pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'on attend d'eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire, entre guillemets, aussi. Donc, voilà, que vraiment les choses soient bien claires pour le citoyen et de pourquoi il est sollicité et qu'est-ce qu'on attend véritablement de lui. Il faut donc pour ça que les objectifs en amont soient bien définis par la collectivité qui veut mobiliser des citoyens et qu'elle soit vraiment claire sur ce qu'elle attend. Et que c'est qu'en fonction de ça qu'on pourra finalement trouver les bons outils, hein, comme dans une boîte à outils, l'exemple a été donné du marteau, je trouve que c'est très parlant. C'est pareil, comme tout outil, il ne peut être bon que s'il est bien utilisé en fonction d'un objectif précis et que effectivement, il n'y a pas de bon outil, comme l'a dit Johanna, mais simplement un outil adapté à l'objectif qu'on s'est fixé. Et puis, un autre point important sur le fait de laisser la main aux citoyens, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'ils aient une marge de manœuvre, qu'ils puissent avoir une petite prise sur la décision, qu'ils puissent faire des propositions, contribuer et agir de façon concrète sur des actions ou pour monter des projets et en étant accompagnés. Après, ce que je retiens aussi, c'est la question du temps. Et effectivement, ça, c'est une question que je pense importante. Souvent, quand on a envie d'agir, on veut faire tout de suite, immédiatement, on veut que ça se voit. Or, pourtant, quand on parle de biodiversité, souvent, on est sur des pas de temps. Alors, il y a des choses qui peuvent être faites et se voir tout de suite, hein, c'est sûr, mais on est aussi sur quelque chose qui nécessite du plus long terme. Parce que pour voir des effets significatifs sur un territoire, voilà, et avoir des changements à la fois du point de vue de la biodiversité et à la fois aussi, on a parlé de changements de pratiques et de comportements, il faut du temps long. Donc, il faut arriver à jongler entre les deux, ça a été dit aussi. Voilà, trouver un petit peu l'équilibre entre à la fois la nécessité d'agir, d'avoir des résultats tout de suite, mais aussi de prendre le temps si on veut mobiliser et que ça soit pas, c'est pas beau, c'est un anglicisme, un one shot, mais voilà, quelque chose de très ponctuel et qu'on ait vraiment des effets à long terme, il faut aussi prendre le temps. Et voilà, donc il faut trouver un équilibre. Et ce que j'ai retenu aussi, notamment qu'a dit Aurélie, par rapport à la mobilisation, c'est cette notion de aiguiser la curiosité. Je pense qu'effectivement, ça part sûrement de là. Même des gens qui sont éloignés de ces problématiques, pas forcément sensibilisés au départ, mais arriver à éveiller les sens, à aiguiser la curiosité. Et à partir de là, si on arrive à titiller cette curiosité, peut-être qu'on arrivera derrière à impliquer et à faire s'approprier des enjeux et à aller jusqu'à l'action. Donc voilà un peu ce que je retiens. C'est pas exhaustif et bien sûr vous aurez tous les éléments. Mais voilà ce que je retiens un peu en synthèse. Et puis
pour conclure, vous dire aussi que voilà, à l'Agence régionale de la biodiversité, on s'interroge aussi sur ces questions-là et on mène des actions. Et notamment, on mène une action justement qui fait suite au travail qu'évoquait Johanna avec l'OFB au niveau national, hein, l'Office français de la biodiversité, qui s'est interrogé sur comment associer le citoyen, puisqu'in fine, ben, on est tous un petit peu enfin, on vit dans les territoires, donc on vit au contact de la biodiversité, donc tout ce qu'on fait, toutes les réflexions qu'on mène en tant que collectivité, qu'établissement public ou association, c'est bien in fine pour le bien-être et du citoyen, hein, de tous. Et donc, on a aussi cette réflexion-là. Et suite aux travaux menés par l'OFB, il nous a été proposé également de mener une expérimentation pour intégrer des citoyens à notre gouvernance, et c'est ce qu'on a fait à travers un comité de résidents, ce qu'on a appelé le comité des résidents de l'ARB, mais comme l'avaient eux-mêmes nommé les citoyens qui avaient, avec l'OFB, réfléchi à ces expérimentations. Donc, on mène cela. Et puis, on est en train d'initier un projet avec nous aussi, on a besoin d'appui, donc on s'appuie sur le GREN. Je ne sais pas si vous le connaissez, donc, qui est le réseau en fait, qui fédère toutes les associations œuvrant pour la mobilisation citoyenne et l'éducation à l'environnement et au développement durable. Et avec eux, on est en train de monter un projet sur 3 ans pour justement favoriser la mobilisation citoyenne en faveur de la biodiversité. Et effectivement, vous, en tant que collectivité, vous êtes les premiers à être au contact des citoyens et ça ne peut pas non plus se faire sans vous. Donc, je pense que là, on est en train tout juste de démarrer. Ça s'inscrit sur du long terme. On a 3 ans pour monter ça, mais quand on aura déjà des premières idées, des premières propositions, on viendra certainement vers vous pour vous en faire part. Voilà pour ma part, voilà, vous remercier au nom aussi de toute l'équipe de l'ARB pour votre mobilisation, et on reste bien sûr à vos côtés pour vous accompagner, vous aider dans ces démarches. Merci beaucoup à tous. On a commencé avec 5 minutes de retard, on finit avec 5 minutes de retard. On est impeccable pour le timing. Je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir à tous. Merci. Au revoir.